Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde? Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Bonjour Christophe Genoux, merci d'avoir accepté de répondre présent pour cette émission qui s'intitule Où va le monde? Aujourd'hui, on va parler un peu management et pour commencer, je vous propose de vous présenter à notre auditoire. Merci pour l'invitation. Je m'appelle Christophe Genoux, je suis politologue de formation et je suis depuis une vingtaine d'années manager public, donc avec différentes responsabilités de management dans le secteur public en Suisse, et puis un ancien chercheur en management public dans le cadre de mes études et juste après mes études. D'accord, ok. Alors pour commencer, j'aimerais vous poser un petit peu la question. C'est une question qui peut paraître basique, mais en même temps, quand on utilise les mots régulièrement toujours les mêmes, je pense que c'est intéressant de se reposer la question. C'est quoi manager selon vous? Et je me demandais si c'était une science, un artisanat. J'ai l'impression qu'on entend un peu de tout. Je voulais avoir votre point de vue. Peut-être nous définir un peu ce que vous entendez par le management et puis nous dire un peu de quel côté vous le voyez. D'abord, je trouve que c'est particulièrement pertinent de poser la question en termes de management et puis de manager, somme toute, plutôt que de leadership, parce qu'on parle beaucoup de leadership aujourd'hui. Et je trouve que dans la littérature qu'on a aujourd'hui et dans beaucoup de discours, on oppose la figure du manager et la figure du leader. Et donc poser la question du management, de qu'est-ce que c'est que le management, je trouve qu'elle est particulièrement pertinente. Alors, pour moi, si je paraphrase un peu Henri Mintzberg, qui est quand même un auteur dans le management, qui a écrit des choses qui, je trouve, sont particulièrement pertinentes, je vais le paraphraser et lui dit le management, c'est un voyage dans les organisations. C'est au fond la responsabilité d'une personne qui va animer et faire vivre une organisation, qu'elle soit petite ou grande. Et cette notion d'organisation, pour moi, elle est extrêmement importante. Et on aura peut-être l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Donc, pour répondre concrètement à la question, est-ce que c'est un art, est-ce que c'est une science, un artisanat, là aussi, Mintzberg nous a, sur la base d'études empiriques qu'il a faites, je trouve, a trouvé une distinction qui, moi, me parle beaucoup. Je dirais que d'abord que c'est un art, dans le sens où c'est savoir gérer l'imprévu, c'est agir dans la brièveté, c'est agir dans la discontinuité, c'est faire affronter, on va dire, l'incertain et l'imprévu au quotidien. Et on est loin ainsi de la vision qu'on a du leadership, qui est cette espèce de figure éthérée d'une personne entre Marvel et Jésus qui est là pour inspirer les gens dans les organisations. Le manager, lui, il est confronté à des choses qui sont très concrètes, mais qui ne sont pas anodines et qui, me semble, sont extrêmement importantes et parfois même plus que ces figures éthérées du leadership. Donc, pour moi, c'est un art, clairement. C'est une science dans la mesure où elle peut quand même s'appuyer sur un certain nombre de connaissances que ce qu'on appelait la science des organisations nous fournissait encore il y a quelques années, c'est-à-dire des outils d'analyse, de compréhension, quelques techniques. Et moi, ce qui m'a beaucoup inspiré, et je suis allé chercher dans mes études en tant que manager, c'était des approches qui nous venaient de la sociologie, de la psychologie, de l'anthropologie, beaucoup moins des sciences de gestion dérivées de l'économie, même si ces outils-là, c'était très utile. Mais moi, en tant que manager, ce qui m'a le plus servi, c'est ce que j'avais appris et ce que j'ai retrouvé ensuite plus tard dans la sociologie des organisations, dans la psychologie sociale, dans la psychologie du travail ou l'anthropologie. Donc là, il y a des choses qui font appel peut-être à la dimension d'une science du management. Et puis c'est un artisanat aussi parce que, au fond, on a beau être formé, on a beau avoir un MBA en poche, on apprend ce métier quand on est confronté avec les mains dans le cambouis face aux difficultés d'être un manager. Et Mhm. moi, quand je suis arrivé dans une position de manager, j'avais une expérience qui était essentiellement académique.
je pensais que je savais beaucoup de choses, mais en réalité, j'ai appris sur le tas, je me suis pris des claques, j'ai fait des erreurs, ça a marché, ça n'a pas marché, mais disons, petit à petit, je pense avoir développé quelques compétences, et dans ce sens-là, c'est un artisanat, c'est un savoir-faire qu'on développe avec la pratique. Hmm. D'accord. Il y a beaucoup de choses que vous avez dites. Là, vous avez parlé de voyage, d'art, d'incertitude. Il y a quelque chose de très poétique dans ce que vous racontez. Mais il y a deux choses sur lesquelles, quelque chose qui m'interpelle. Vous dites on est confronté à des choses qui sont pas si anodines, en fait. Contrairement aux personnages de Marvel ou de Jésus, où il y a quelque chose comme ça, on est simplement dans de l'inspiration et une bonne parole. Il y a du concret, c'est ça que je comprenais. Il y a de la difficulté concrète. Et puis, il y a une deuxième chose qui m'interpelle, c'est que on fait beaucoup appel aux sciences humaines quand on parle de management. Et en même temps, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai parfois l'impression que c'est de la psychologie appliquée, aussi du bon sens, de la sociologie, etc. C'est des sciences humaines appliquées. Et en même temps, bah, c'est plus souvent ceux qui sortent d'écoles de commerce qui parlent de tout ça que de professionnels des sciences humaines. Donc, bon, voilà, j'ai plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Je ne sais pas ce que vous avez envie de picorer, ce sur quoi vous avez envie de rebondir, mais il y a beaucoup de choses là dans votre introduction. En tout cas, moi, je suis d'accord avec vos constats. Et pour revenir sur cette question des sciences humaines, il y a un auteur académique anglo-saxon qui avait proposé, lui, de fermer les business schools. Il disait, mais il faut fermer les business schools parce qu'en réalité, elles ne transmettent plus ces savoirs des sciences humaines au sens de la psychologie, de la sociologie, de l'anthropologie. Elles ne transmettent que des recettes qui ont été élaborées souvent par des consultants ou par des approches hyper rationnelles économiques. Et Hmm, lui, il disait, mais alors il faut les fermer, puis faudrait réouvrir des écoles qu'il appellerait des écoles des organisations, organizational schools, hmm. pour montrer en fait que le métier de manager, bien sûr que c'est utiliser des techniques, des tableaux de bord, ce genre de choses, mais c'est comprendre son organisation, c'est aimer son organisation, c'est essayer de comprendre ce qui se passe, l'espèce de mystère que peut être l'action collective, et pour lesquels, je suis d'accord avec vous, on peut aller chercher des apports et des soutiens du côté de la psychologie sociale, de la sociologie, de l'anthropologie. Euh, et aujourd'hui, les formations qu'on a dans les MBA, il me semble, pour ce que j'en vois et de ce que j'en lis, on construit des gens avec des méthodes, avec des principes très rationalistes, très tayloriens, très mécaniques, mais des gens qui ne comprennent pas les organisations tout d'un coup quand ils rentrent. Ils ont leur MBA en poche, ils arrivent dans les organisations, puis ils se disent, ah bah tiens, c'est pas tout à fait ce que j'avais imaginé, tiens, il y a des rapports de force, il y a des rapports de pouvoir. Pourquoi est-ce qu'on me demande à moi de valider les vacances de mes collaborateurs en N-2? Enfin, tout d'un coup, des choses qui semblent très éloignées de ce que l'on leur a appris dans les écoles. Et il me semble qu'une des bonnes qualités pour pouvoir comprendre son organisation, bah, c'est d'avoir cette espèce de background de ces sciences humaines. Et moi, je serais ravi de voir qu'on fasse un peu plus de sociologie, de psychologie. Dans les quelques cours que j'ai l'occasion de donner à mes étudiants, je leur fais même lire de la littérature pour essayer de leur montrer qu'il y a une dimension, voilà, des humanités, hein, comme on les appelait à l'époque, et des sciences humaines. Et je trouve qu'on a un peu perdu ça aujourd'hui dans l'enseignement du management. Et c'est presque, ce serait, enfin, moi, j'en suis presque à me demander, finalement, on apprend quoi là-dedans, alors? Puisque vous me dites que on tombe des nues, finalement, on peut être rapidement étonné de découvrir des rapports de force, la violence, de l'animal social, quoi, qui, même dans une entreprise, va rejouer, des guerres, des jeux de pouvoir, des camps, des clivages, etc. Et donc, on arrive tout bien formé avec des années d'études sérieuses et qui coûtent cher. Et puis, on serait pas prêt. Moi, ça m'interpelle un peu, en fait. Et je me Ouais, repose la question, mais qu'est-ce qu'on apprend alors? bah, On apprend des outils? ouais, on apprend des outils et de manière peut-être un peu provocante, je pense qu'on est en train de transformer les gens en algorithmes.
C'est-à-dire qu'on leur apprend des techniques, et Il y on a, leur apprend. il y a du Thibaut Brière derrière quand j'entends ça. Oui, certainement. Mais oui, parce que alors, lui, il l'a vécu et il le décrit de manière assez incroyable Hmm. dans son ouvrage. Mais je pense que véritablement, on est dans des écoles de management où, sans qu'on s'en rende compte, on transforme les gens en algorithmes. Et il faut voir que si on relit la littérature sur le management et les outils qu'on a aujourd'hui, à quel point elle est influencée par le systémisme et la cybernétique. Mhm. Il y a un philosophe en France, Baptiste Rapin, qui a écrit des choses extrêmement intéressantes sur les origines cybernétiques du management. Bien, aujourd'hui, quand je le lis, je retrouve ça dans ces gens qui sont formés avec des outils à qui on apprend à penser de manière systémique et à, en gros, déployer une pensée assez pauvre en réalité, parce que ce à quoi ils sont confrontés tous les jours va être assez lointain de ce qu'on leur a parlé, ce dont on leur a parlé dans leur cours. Et je pense qu'il y a un écart fort aujourd'hui entre les enseignements et ce dont on a besoin. Je prends un exemple. Oui. Si vous regardez les grandes revues style Harvard Business Review, MIT Sloan Management Review, j'ai pas fait le décompte exact, mais je pense qu'une bonne 40% des articles qui sont écrits ne sont plus écrits par des académiques, mais par des consultants. Mhm. Et ça, c'est quand même ça démontre quand même quelque chose, qu'on a transformé ces revues qui étaient au départ quand même des revues à prétention académique en des revues qui sont très pratiques, où on Ouais. a besoin de formuler des outils. Alors bien sûr que le marché il a besoin de ça, bien sûr que les organisations et les entreprises et les organisations publiques ont besoin de gens qui savent manier les outils. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que ces gens qui arrivent dans les organisations ne sont pas armés pour comprendre les organisations dans lesquelles ils se retrouvent. Hmm. Bah, d'autant qu'on peut réinventer le fil à couper le beurre sans cesse, mais ce qui est quand même intéressant humainement, c'est de pouvoir réfléchir l'espace dans lequel on est pour pouvoir faire du sur-mesure et puis penser ce qu'on est en train de faire. Peut-être aussi pour des raisons aussi parfois éthiques hein, et morales, parce que si l'enjeu du management, c'est de faire le boulot aux gens et point barre, est-ce qu'il y a besoin d'avoir de la réflexion? Enfin, je pense que heureusement, on devrait attendre vers ça mais que j'ai l'impression que oui, il y a on est porté sur l'outillage, quoi. Ça C'est ça. rejoint un peu ce que je pensais. Surtout quand vous parlez de systémie, c'est tout un corpus, quoi. C'est Oui. tout un corpus de réflexion et qu'avoir un ensemble d'outils à transmettre, c'est probablement autre chose. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour être un bon manager selon vous? Parce que là aussi, on en entend hein, des choses. C'est les contes de fées quand même hein, qu'on retrouve sur tous les réseaux sociaux. C'est quoi être un bon manager? Encore une fois, une deuxième question très simplette, mais en fait, elle n'est pas si simple. Non, elle n'est pas simplette du tout, elle est même essentielle. Euh, alors, c'est ma réponse au vu de mon expérience et puis un petit peu de mes réflexions. Je dirais que c'est justement avoir envie de connaître son organisation. Si vous êtes dans votre organisation, il faut d'une certaine manière un peu aimer votre organisation, ou en tout cas les mystères de cette organisation. Quand il vous arrive quelque chose d'imprévu, que vous avez un bug dans un projet, que une réforme que vous avez mis en place ne fonctionne pas, soyez curieux. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas mis en place exactement comme on l'avait décidé ou comme je l'avais décidé? Donc, première qualité pour moi, c'est d'être curieux sur son organisation, Mm. d'essayer de comprendre cette chose un peu mystérieuse qu'est l'action collective. Ça, c'est un peu le sociologue qui parle, je dirais. Ouais. La deuxième qualité, je dirais, il faut aimer se confronter au réel. Vous êtes psychologue, psychothérapeute, le nom de se confronter au réel et le retour du réel doit vous parler. Et ça fait aussi un écho à un des podcasts avec Ibrahim Afal qui parle du réel et puis on boucle sur Yves Clos et tout ça. Voilà, Ah, Christophe Desjons. exactement. Voilà, c'est vraiment accepter de se confronter au réel. Moi, je suis venu à cette réflexion aussi à travers les réflexions du philosophe français Clément Rosset, qui a écrit Le réel et son double, enfin, toutes les manières que l'on a, toutes les stratégies que l'on a de refuser le réel en se construisant des illusions et des doubles, etc. Donc, être prêt à se confronter au réel avec tout ce qui peut avoir de tragique, de difficile et de désagréable. Un peu plus concrètement, peut-être pour nos auditeurs, ça veut dire quoi se confronter au réel? Parce que c'est une formule.
Quand on n'est pas bon, on n'est pas bon et on doit pouvoir aussi le reconnaître pour soi-même. Et quand on a raté un projet, d'accepter qu'on l'a raté et puis Mhm. d'essayer d'aller gratter pour voir là où ça n'a vraiment pas marché. Mhm. C'est aussi, par exemple, accepter l'expression d'un certain nombre d'émotions qui aujourd'hui sont quand même un petit peu proscrites dans les organisations, comme par exemple la colère. Mhm. Le réel dans les organisations, c'est aussi la manifestation de la colère. Et Mhm. plutôt que d'essayer de dire ces personnes-là sont victimes de leur colère et ont un problème, doivent faire du anger management, par exemple, de se dire ça veut peut-être dire autre chose. Cette colère veut peut-être dire autre chose. Et je l'accepte en tant que manager, même si c'est difficile et que j'en prends à plein ma figure parce que cette colère se vide contre moi, par exemple. Donc vraiment d'essayer de se dire, OK, je prends pour ce qu'est la vie concrète d'une organisation de tous les jours avec ce qu'elle a de plaisant et de déplaisant. Mhm. Et ça veut encore dire une troisième chose et une dernière chose, c'est pour moi de concevoir les rapports professionnels, comme des jeux de masques. C'est-à-dire que nous jouons tous des rôles dans notre organisation. Je suis manager, je porte un costume, je porte une fonction, je porte un titre et je joue un rôle. Je porte un masque. Et comme le dit Richard Sennett dans la tyrannie de l'intimité, nous portons des rôles en société parce que si on ne portait pas des masques, la vie en société serait insupportable. Pourquoi est-ce qu'elle serait insupportable? Parce que nous serions sans arrêt en train de faire subir aux autres le poids de notre identité propre et que donc de notre authenticité. Hein. Ça, c'est un grand mot qui est à la mode dans le management, il faut être authentique, etc. Eh bien, moi, je pense qu'il faut d'abord reconnaître que les gens jouent des rôles, ils jouent des masques, ils portent des masques, et c'est normal. Et là, ça nous amène à la question de la distinction entre la sphère privée et la sphère professionnelle, qui doit, à Mhm. mon sens, être très clairement garantie dans le monde des organisations. Et puis le dernier point, c'est de reconnaître les rapports professionnels comme des jeux de pouvoir. Et là, c'est de nouveau le sociologue des organisations. Je suis politologue. Donc, les politologues, ils ont une obsession, c'est la question du pouvoir, de qui a le pouvoir, comment est-ce qu'il s'exerce. Et peut-être que ça a influencé beaucoup aussi ma manière de voir les choses, mais d'accepter qu'une organisation est un endroit dans lequel il y a des rapports de force et il y a des luttes de pouvoir. Et que, somme toute, c'est normal. Et Mhm. qu'en tant que manager, je dois jouer avec ça. Et ça rejoint ce que vous disiez sur l'exemple du jeune bien formé, bien dans son costume, mais qui finalement découvre des jeux de pouvoir sur le terrain et qui n'y est pas habitué. Donc finalement, Exactement. si je devais reprendre, curiosité, se confronter au réel, comprendre qu'il y a des jeux de masques et des jeux de pouvoir, et donc finalement, il faudrait être un adepte des jeux de rôle, quoi. Je comprends Vous, bien. vous me faites particulièrement plaisir. Je suis moi-même rôliste Vous êtes rôliste, voilà. et auteur de jeux de rôle. Donc peut-être que là, il y a effectivement une explication de mon intérêt pour cette question des masques et des jeux de pouvoir. Ouais. Donc ce serait si je me fais l'avocat du diable, ce serait pas non plus encourager une société du mensonge. Et ce serait peut-être accepter, je sais pas ce que vous en pensez, accepter que quand on rentre dans une organisation, c'est se rappeler qu'on y est là pour le but de l'organisation et pas pour être soi-même d'abord, quoi. Pour moi, ça, c'est fondamental. Je C'est suis quelque chose totalement. qu'on oublie, je trouve, parfois, hein. Ça m'intéresse. Non seulement on l'oublie, mais on nous force dans beaucoup d'approches contemporaines du management, et notamment dans le leadership transformationnel. Hein, la différence entre le leadership transactionnel et le leadership transformationnel. Le leadership transformationnel, il vise à changer l'individu dans l'espoir que cet individu, une fois changé, va transformer l'organisation. Et il insiste notamment, précisément sur soyez authentique. L'idée d'un leadership authentique, par exemple, est un oxymore. Ça Hmm, n'a aucun sens. hmm, Mais par contre, effectivement, moi, ça m'inquiète beaucoup dans l'évolution des organisations et notamment dans les approches du management, cette espèce de volonté de vouloir transformer l'individu, soit en prenant des concepts qui ont des significations morales comme l'authenticité, la bienveillance ou ce genre de choses, hmm. ou alors en surpsychologisant le comportement des acteurs dans les organisations.
Mhm. Si la résistance au changement, ah oui, mais c'est normal, les gens ils résistent parce que naturellement ils sont résistants, puis s'ils résistent, c'est qu'ils ont un problème à régler, puis ils devraient bien aller en thérapie parce que comme ça ils vont régler le problème et ils arrêteront de nous embêter à résister dans les organisations. Avoir cette conception-là des organisations, pour moi, est, du point de vue de la représentation de l'humain, et là on est dans des questions éthiques, est totalement ahurissante, elle est même choquante, elle est infantilisante, et surtout, elle est aliénante. Parce qu'à la fin, si on considère qu'effectivement, les gens dans les organisations ne sont que des espèces de petites boules d'émotion ou de psychose, alors évidemment que le style de management qu'on va mettre sur pied derrière, il risque de ne pas être très bienveillant, celui-ci. Mhm. Ça rappelle bien l'enjeu de la psychiatrie il y a plusieurs décennies, il y a un siècle. Ça me rappelle Foucault, etc., quoi. En tout cas, l'organisation est fondamentalement bonne. Et si vous résistez, c'est qu'il vous faut une petite séance d'électrochoc Exact. pour que ça passe. Bon, en 2013, il y a un anthropologue, David Graeber, qui apparaît de bullshit job, et puis on parle de plus en plus de bullshit management. Alors, ce serait comme un parasitage de l'activité qui, paradoxalement, serait en même temps développé. Est-ce que vous pouvez nous définir un peu ce que c'est qu'un bullshit management? Je sais que c'est un terme que vous utilisez assez souvent. J'aimerais avoir votre sentiment là-dessus, une définition, quelques exemples. OK. Alors, disons, pour moi, le bullshit managérial, c'est en gros, c'est une affirmation d'une règle ou d'une norme ou d'un principe, par exemple comme un employé heureux est plus productif. C'est une affirmation qui porte sur des modes d'organisation, des modes de fonctionnement, de conduite, qui s'appuient parfois sur un concept, par exemple le bonheur au travail, sur une théorie, les théories U de Charmer, par exemple, ou des outils comme le design thinking, qui, lorsqu'ils sont appliqués à l'organisation, quand on les examine de manière un petit peu plus approfondie, ont soit des fondements empiriques nuls, voire faibles, Mhm, ou alors une solidité conceptuelle nulle ou faible. mhm, Ou alors, qui ont effectivement un effet, mais dont l'effet va soit à l'inverse du but affiché, ou alors même de manière négative à l'organisation. Je prends par exemple les entreprises libérées, qui a fait beaucoup parler d'elles, hein, mhm. où en gros on nous dit ces organisations-là, on les a débarrassées de la question du pouvoir. Hein. Donc la question du pouvoir, il est aplati, et puis Donc, il n'y a plus de problème. il n'y a plus de problème, exactement. Et on vous explique, et là on retrouve alors une vision aussi des individus peut-être rousseauistes, en disant l'organisation est bonne, mais en plus les individus sont bons, donc vous allez voir, il suffit de les libérer et tout va bien se passer. Et je me suis intéressé à examiner un peu cette question des entreprises libérées. J'ai été une fois sollicité par une personne qui voulait transformer son organisation en entreprise libérée et qui m'avait proposé la charte qu'il voulait écrire. Moi, je l'ai regardé avec mon œil de politologue en me disant, mais ben, tiens, comment est-ce qu'ils vont prendre des décisions là-dedans? Mhm, Et je me suis rendu compte que le mécanisme de décision qu'ils avaient proposé était en fait un mécanisme de décision qui allait à l'encontre des objectifs de l'organisation, qui était de le libérer, la créativité, mais qu'en réalité, elle est plutôt favoriser le conformisme. mhm. Donc pour moi, le bullshit managérial, c'est toutes ces espèces d'idées générales qu'on lit sur les réseaux sociaux, qu'on lit dans la littérature, qu'on entend dans nos formations, etc. On pourrait parler j'ai parlé de leadership authentique tout à l'heure, d'agilité, de bienveillance, de bonheur au travail, etc. Ce pas des choses qui, en soi, sont inintéressantes, mais il me semble que quand on les examine, on se rend compte qu'elles sont soit empiriquement, soit conceptuellement faibles, soit alors quand elles ont des effets, on n'est pas sûr que ce Mhm. soit les effets qu'on attend. Ce serait peut-être une bien-pensance aussi, je me suis demandé pendant que vous décriviez ça, ou peut-être des généralités, parce que c'est vrai qu'on a certaines expressions, certains leitmotifs qui sont très bien en soi, mais une fois appliqués sur le terrain, on sait que c'est pas entendable en fait, quoi. Des vœux Oui, pieux, oui, bah, une qui bonne va conscience qu'on se donnerait, je sais pas. Moi, je pense que tout ça découle, en fait, parce que je me suis posé justement d'où ça vient, ces concepts.
pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à ces concepts et à ces approches? C'est vrai que qui va s'opposer à l'idée de bienveillance? Ça paraît d'une évidence géniale, quoi. Enfin, Mais oui, Christophe Lamour n'est-il pas plus fort que tout? mais bien sûr, voilà, bien sûr. Et dans ce sens-là, c'est incontestable, hein. Je suis pour la paix et contre la guerre. Oui, Oui, qui va dire l'inverse? mais ce sera à l'inverse d'un des principes dont vous parlez, à savoir qu'il y aura des jeux de masques et de jeux de pouvoir. Exactement. Exactement. Et que il y a un des chapitres que je suis en train d'écrire sur un bouquin justement sur le bullshit managérial. Le titre, c'est Bienveillance, deux points, préface à 10 volumes d'exaction. Je ne sais pas de moi, c'est d'un auteur américain du début du XXe siècle. C'était son dictionnaire du diable, un peu comme le dictionnaire de Flaubert, sur les idées reçues de Flaubert. Mais c'est ça, c'est-à-dire que ça a l'apparence du bon sens, mais quand on le plonge véritablement dans ce qu'est une organisation, bah là, on commence à se rendre compte que c'est un petit peu plus compliqué. Et du coup, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on en arrive à développer des idées pareilles? Je pense que ça découle du fait que, en réalité, nos organisations aujourd'hui sont plus bureaucratiques que jamais. Elles ne sont pas moins bureaucratiques, elles le sont plus. Et Mhm. là, on retourne sur David Graeber, hein, dont vous avez parlé, qui a écrit un magnifique ouvrage sur la bureaucratie et qui dit en gros, le système économique capitaliste contemporain nécessite plus de papier et de fonctionnaires que la royauté de Louis XIV. Et on a tous fait l'expérience de changer notre box Internet auprès de notre fournisseur Internet et de se rendre compte que c'est un parcours du combattant et qu'on n'arrive jamais évidemment à avoir une réponse tout de suite à notre problème. Pourquoi? Notamment parce que tout le background de l'organisation qui est derrière est extrêmement bureaucratique. Et jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un qui résout votre problème, il s'est passé plusieurs jours, voire plusieurs heures, voire plusieurs jours. Donc, je pense qu'on on en revient à cette idée du réel et du double. Nos organisations sont en réalité plus bureaucratiques, mais ce constat-là est inacceptable parce qu'on n'a pas envie de vivre dans des organisations bureaucratiques. On ne les contrôle plus, en réalité. Euh, et donc, on crée des bullshit jobs, c'est-à-dire des trucs qui vous donnent une illusion de contrôle, qui vous donnent une illusion d'impact. Hein. Le Chief Happiness Officer, le Chief Heart Officer, le Chief Empathy Officer est là pour redonner à l'organisation un sentiment qu'elle contrôle quelque chose sur le bien-être dans son organisation, sur quelque chose, alors qu'en réalité, elle ne contrôle rien du tout. Ça a un coût quand même hein, pour l'entreprise. Oui, Mais qu'elle alors pourrait imaginer finalement vite rentabilisée par un besoin finalement de remettre de l'empathie, du bonheur, tout ça. oui, et c'est Ouais. d'ailleurs la question que s'est posée quelqu'un en se disant, mais comment se fait-il que dans une économie qui est censée être extrêmement rationnelle et soucieuse de l'efficience et de l'efficacité, on puisse avoir des bullshit jobs? Et on s'est rendu compte que tout d'un coup, bah, certains remplissaient d'autres choses, d'autres fonctions que simplement l'efficience ou l'efficacité. Il y avait des questions du symbole, il y avait des questions alors, de pouvoir, hein, de questions d'attractivité. Je ne suis pas sûr que la fonction de Chief Happiness Officer survive encore longtemps, parce que probablement elle va disparaître, parce que Hmm. son étoile est en train de pâlir. Mais il y a une fonction qui est, et ça c'est un des problèmes de fond, je trouve, c'est que on pose des théories, on pose du bullshit managérial qui cache les problèmes réels auxquels on devrait être censé s'attaquer, qui sont des questions de bureaucratisation. Moi, je travaille dans le secteur public depuis maintenant une vingtaine d'années. Je vois tous les jours ce que peut être la bureaucratisation des processus, les process, les processus, les matrices de risque, le contrôle interne, le contrôle qualité, le contrôle de gestion, etc. On meurt de ça. Hmm. Et du coup, on s'invente des méthodes dont certaines ont une efficacité. Je ne veux pas non plus dire que tout ça est à rejeter et que ça n'a pas d'intérêt et que ça n'a pas d'impact. Je pense simplement que ça a un impact limité sur les problèmes auxquels on se confronte et surtout, et c'est là, moi, le point qui m'inquiète le plus, ce sont toutes des approches ou des méthodes qui visent à transformer l'individu en imaginant qu'on va transformer l'organisation. Comme on a constaté qu'on ne peut plus transformer nos organisations qui vont devenir encore plus bureaucratiques, et le numérique ne va pas nous simplifier la tâche, hein, il va Hmm. nous rendre encore plus bureaucratiques,
Eh bien, comme on n'arrive plus à transformer ces organisations, on s'attaque à l'individu. Et on lui demande à lui de se transformer dans l'espoir que l'organisation va se transformer par la suite. Et ça, c'est typique de toute la littérature sur le leadership transformationnel, sur les entreprises libérées, sur l'agilité dans une certaine mesure et la question du bonheur au travail. Oui, et puis c'est marrant parce que vous utilisez plein de termes, évidemment, qu'on entend, agilité, etc. Et je me dis à chaque fois que ça a des durées de vie temporaires et puis qu'il faut essayer d'attraper le dernier mot à la mode. Vous avez quasiment commencé à répondre à la dernière question que je commence à poser de plus en plus souvent. C'est selon vous, où va le monde? Euh, Est-ce qu'on est dans le même pessimisme que Thibaut Brière? Allez, on va évaluer ça. Je sais pas quelle est la réponse de Thibaut Brière. Moi, en tout cas, Vous l'entendrez. oui, je me réjouis. Euh, je suis pas très optimiste quant à l'avenir de nos organisations. C'est-à-dire que moi, profondément, je pense qu'on va vers des organisations qui deviennent de plus en plus bureaucratiques. Public et privé au même plan pour vous? Même chose, il n'y a pas de différence. Les mécanismes de la bureaucratisation sont un peu différents, c'est-à-dire que les déclencheurs de la bureaucratisation sont différents, mais les mécanismes sont les mêmes. Relisons Crozier 1963, le phénomène bureaucratique, bah, tout est décrit. Et ça s'applique de la même manière à un monopole public qu'à une entreprise privée. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Et le numérique ne va pas arranger les choses. Il donne un vernis d'agilité, parce que ça, c'est ce que l'usager, le client voit de l'extérieur. Ce qu'il ne voit pas, c'est la bureaucratisation qu'il y a derrière. Alors, je ne veux pas non plus dire que le numérique n'a pas de vertu. Bien sûr qu'il nous rend service, bien sûr qu'il débureaucratise un certain nombre de choses. Mais de manière générale, pour répondre à votre question, où va le monde? En tout cas, le monde des organisations, je ne le vois pas devenir moins bureaucratique et je ne le vois surtout pas devenir un lieu beaucoup plus agréable à vivre si on continue à nous bourrer le crâne avec ce bullshit managérial qui repose sur une inculture, on va dire, de la littérature et des sciences humaines et des humanités qu'on a abordées plus tôt, et puis sur une incompréhension de ce que sont nos organisations. Et là, il y a un enjeu pour les managers, parce que moi, j'ai envie de revaloriser le métier de manager, qui est un beau métier. Simplement, il est aujourd'hui assailli par toute une série d'idées assez délétères qui risquent bien d'aggraver le problème plutôt que de le résoudre. Bah, je me dis qu'en tout cas, il y a quand même un message d'espoir derrière, et puis peut-être qu'il y aura, entre guillemets, même si ça va paraître un peu trop poétique, des résistants bah, comme vous, pour pouvoir aussi expliquer que bah, derrière le vernis, il y a des choses, et que c'est bien d'investir dans le papier peint, mais que parfois, il faut vérifier la qualité des murs, quoi. Mais en tout cas, Christophe, je voulais vous remercier parce que c'était très clair, ça nous a pas mal éclairé et je pense que ça va mériter plus tard que je rassemble quelques personnes autour de ce thème pour faire un podcast beaucoup plus long. Voilà. Avec plaisir, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt.